Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Voilà, Elisapi, pour poursuivre cette émission, ce magazine littéraire Épilogue sur les ondes de CKIA-FM. C'est Valérie Gaudreau en compagnie de Annie Bussière, Geneviève Bossé et Brian Saint-Louis. C'est à ton tour. C'est à mon tour. Je vous ai amené dans le froid avec Elisapi en musique pour vous parler de ce roman que j'ai lu cette semaine. Saint-Nicolas des Marins, c'est le premier roman d'Alex Mécan. C'est paru aux éditions Alto. On est dans une fable, on est dans un conte pour adultes dans ce livre-là. C'est un court roman au court chapitre. Je sais que Geneviève Yanni jette un petit coup d'œil à ce livre-là aussi. Donc peut-être qu'elles auront des commentaires un peu plus tard. On y reviendra. Saint-Nicolas des Marins, c'est un village qu'on va suivre dans ce roman-là. Un village qui est construit un peu comme tous les villages. C'est-à-dire les choses importantes sont construites au centre du village. Donc l'épicerie est là, l'église est là. En périphérie, on trouve les choses que l'on considère moins importantes, qu'on veut un peu ignorer. Donc, on est dans un environnement très classique. Dans cette périphérie-là se trouve entre autres un orphelinat. On en reparlera. Et aussi, tout au bord de l'eau, un phare où habitent Nico et sa mère, ou du moins là où habitait sa mère. Elle a quitté au début du roman. Elle est vaguement disparue, vaguement décédée, on comprendra. Elle est enterrée dans la forêt sous un amamélis qui se trouve être un arbre qui s'appelle le noisetier des sorcières. Ça tombe bien, elle était connue pour être une sorcière. C'est pour ça qu'on l'avait un peu accueillie au village, justement. On lui avait proposé d'aller rester avec son fils dans ce phare-là, en supposant qu'elle allait être une sorcière un peu bénéfique. Ça n'a pas tout à fait été perfect match entre elle, sa famille et son fils, donc, et les gens du village. Elle, parce qu'elle était sorcière, et lui, son fils, c'est un personnage un peu aux mœurs légères. C'est ce que considèrent les habitants du village. Il reçoit, entre autres, au phare des visites de marins. Des marins qui vont lui rendre des visites coquines. Donc, on juge un peu pour ça à l'intérieur du village. Le village sur lequel, au moment où le roman commence, il y a un froid qui s'installe dans la ville. Donc, par froid, je veux dire un hiver vraiment soudain, vraiment très tenace. Les marins dont je viens vous parler, pour vous montrer à quel point ce froid-là est intense et soudain, les marins qui venaient entre autres rendre visite à Nicolas au phare, sautent de leur bateau parce que leur bateau est en train d'exploser à cause du froid, se retrouvent coincés le corps dans la glace. Donc, au moment de sauter, ils ont rentré dans l'eau, mais la glace est arrivée tellement vite, ils se figent dans la glace. Certains ont la tête dans l'eau, il y a juste les pieds qui sortent. Il y en a qui ont juste la tête qui déborde. Et là, ils sont gelés dans l'eau. Par contre, ils ne meurent pas. C'est là qu'on comprend que cet hiver qui vient de s'installer là est un peu particulier. Le temps s'arrête, tout le monde est gelé, mais personne ne meurt. Donc là, c'est une espèce de froid qui va paralyser la ville. Et donc, problème, premièrement de froid, premièrement de température, oui, mais là, les ressources vont commencer à manquer. Et là, tout le monde, évidemment, au village, se met à chercher qui est responsable de cet hiver-là, de cette malédiction qui s'abat sur la ville. Tiens donc, le fils de la sorcière qui est encore au phare, pourquoi pas? Donc, il devient responsable un peu pour ce village-là de tout ce qui leur arrive, mais le village va profiter aussi de l'hiver pour mettre de côté tous les autres personnages qui les dérangent un peu. C'est là qu'on voit un peu une dynamique d'exclusion qui se met en place. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'orphelinat qui est en périphérie du village. On va dire, il n'y a plus assez de choses à manger. Ces orphelins, dont de toute façon, personne ne veut. On tente de s'en débarrasser. On tente de les tuer et de les jeter dans la forêt. Mais je vous rappelle, personne ne meurt maintenant. Donc, la mort n'est pas tout à fait efficace. Ils deviennent une espèce d'amas de corps bleus et plus ou moins bien coordonnés par la suite. Surtout un genre de zombies ou... on n'utilise jamais le terme zombie, mais ça pourrait être ça, oui. Puis là, ils deviennent un peu des espèces de corps qui sont toujours là et qui sont déçus d'avoir été évincés du village de cette façon-là. Donc, Nico va les accueillir à son phare. Et là, c'est là qu'il va y avoir un peu une espèce de connivence entre lui,
les exclus du village. Donc, il y avait aussi Prune, une orpheline qui était déjà là. Elle était un peu la plus vieille de l'orphelinat. Elle avait fui auparavant parce qu'elle disait, personne me veut, moi je suis trop laide, je suis déjà trop vieille. Mais là, on se rend compte que tous les orphelins, finalement, vont être mis dans le même bateau. Et là, il va se concocter dans le phare à partir de ce moment-là une espèce de vengeance envers tous les gens du village qui les ont mis de côté, alors que l'hiver continue de s'abattre sur la ville. Et Nico, lui, a un amoureux qui est le boucher du village avec qui il va avoir des relations tout au long du roman. Il va leur servir un peu d'espion, mais à un moment donné, il va trouver que Nico et aussi les orphelins qui commencent, eux, à développer leur propre plan, leur propre stratégie de leur côté, vont un peu trop loin. Et là, ça va être la chicane entre les deux amoureux. Mais on voit cette dynamique-là d'exclusion, de vengeance par rapport à tout ce clan des exclus contre le village. Dans ce village coincé dans le froid, c'est un peu la dynamique de cette fable-là dans le village. Une fable qui a une portée sociale sur l'exclusion, sur l'accueil, sur les frontières. On est un peu, je vous dirais, là, dans une espèce de Kev Lambert en conte. Moi, je trouvais qu'il y avait une espèce Annie approuve, Annie, tu trouves que... c'est peut-être pour ça, justement, du village, de la peur de l'autre, un peu, oui. Oui, et c'est peut-être pour ça que je vous dirais que moi, je vous mentirais si je vous disais que j'ai plongé avec bonheur et délectation dans ce ça devait te penser à Kev Lambert. Oui, puis mais c'est pas des histoires qui me rejoignent. Je comprends ni la psychologie des personnages, ni pourquoi. Moi, il y a une espèce d'instinct de violence de ces personnages-là. Là, ici, on est dans le conte. Je comprends mieux. Kev Lambert, je comprends pas du tout. Là, ici, on est dans le conte. Ça s'explique un peu mieux parce qu'on est un peu dans cette dynamique magique-là. Donc, mais pour ceux qui ont aimé Kev Lambert, par exemple, ça serait le genre de livre que vous pourriez lire. Oui, on est dans une fable sur l'exclusion, les sentiments que ça engendre. On est dans une espèce de conte de fées pessimistes là, qui vont montrer que peut-être à la fin, la violence ne règle rien. Les grandes qualités, c'est vraiment l'écriture. C'est une écriture là, qui est cryptée, qui est symbolique, c'est imagé, on peut trouver des parallèles, on a des réflexions, c'est un récit qui fait réfléchir, mais c'est ça, il faut vraiment aimer le genre. Et même critique, Annie, réserve? Moi, ma principale réserve, c'est que en tant que grande fan finie d'Audrey Wilhelmy et de Martine Desjardins, qui donne, surtout pour Audrey Wilhelmy, sensiblement dans la même talle littéraire, avec peut-être une petite affaire plus de succès, de mystère aussi, c'est bien, mais il y a mieux. Alors, peut-être qu'à un moment donné, il faudra affiner. C'est un premier roman, par contre. C'est ça, voilà. Mais c'est ça que j'allais dire, c'est qu'il faudra affiner. S'il continue dans cette lignée-là, faudra qu'il affine qu'est-ce qui fait de lui quelque chose de différent et de spécial. Parce qu'autant, Martine que Audrey, c'est les liens entre l'exclusion, les sorcières, la nature, puis comment on gère ça, puis on utilise ça pour être un peu comme s'élever au-dessus de la mêlée. On voit que ce sont des thèmes importants, mais il va falloir qu'il développe sa personnalité dans ce type de récit-là, parce que à la fin du nez, je me suis dit, voyons, j'ai déjà tout lu ça chaud. Je trouvais ça dommage. Parce que, comme tu le dis, l'écriture est super belle. Oui. Mais c'est ça, une écriture vraiment... auteur de Québec, d'ailleurs, hein? Je pense que oui. Titulaire d'une étude de l'Université Laval. Oui, c'est ça, c'est une écriture très fouillée, justement. Là, on est dans le symbole, comme je dis. Là, c'est un texte à analyse, là, quelqu'un qui prendrait le temps de le relire et de l'analyser. Puis c'est des thèmes dans l'air du temps. On est beaucoup ces temps-ci, justement, dans l'exclusion, les sociétés qui se construisent et se détruisent en excluant et en incluant le réel nous gens. Inspire. Voilà. Le bouc émissaire, mais le bouc émissaire aussi. Son utilité dans une société, c'est très fort. C'est intéressant. Oui, voilà. Donc, c'est ça. Lui, il est le bouc émissaire, comme les orphelins le sont. Il y a beaucoup de symboles. C'est une écriture qui est, c'est ça, complexe. Faut aimer le genre. C'est juste ça. Si vous aimez ce style un peu fantastique, si vous aimez les histoires un peu lugubres, si vous aimez réfléchir à ce que vous avez lu, beaucoup de qualité. Les critiques, d'ailleurs, sont excellentes. Je comparais ce matin, je voulais voir un peu ce que les autres en avaient pensé. Partout, il y a d'excellentes critiques. Faut juste rentrer dans cet univers, cette œuvre symbolique-là. Moi, moins mon genre. Mais si vous aimez justement un jeune auteur à découvrir, comme on le mentionne, c'est son premier roman, donc possiblement que ça peut continuer d'évoluer. Je lui trouve énormément de qualité.
Et on nous amène dans une espèce d'univers magique, justement, dans ce livre-là. Donc, auteur à surveiller pour la suite. Merci, Brian. Ça s'appelle Saint-Nicolas-des-Marins aux éditions Alto.